Bien. Bah, c'est la conférence de clôture, donc comme son nom l'indique, c'est The Last. Après, on fermera peut-être dans la foulée la 11e édition des Assises et on attaquera les dernières parties festives avec une soirée dans laquelle vous allez découvrir les petits cousins de Stone et Chardin, d'après ce que vous avez annoncé Eric Demage hier. Si c'est que Stone est malade, Chardin a divorcé, donc on a trouvé quelqu'un d'autre. Sérieusement, je suis très content pour cette dernière de faire 2 mots d'introduction, pas simplement sur l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous connaissez ça tous mieux que moi, et pour ceux qui ont un doute, l'interlocuteur qui va arriver va vous en parler beaucoup mieux que moi. Mais parce que je suis très fier de 3 choses. La première, c'est que l'ANSSI ait, entre guillemets, choisi les assises pour pouvoir s'exprimer. Des liens qu'on a créés depuis de nombreuses années avec Michel de Bellettini, ses équipes et surtout Patrick Payoux. Et bien évidemment, de tout ce qu'on est en train d'essayer de construire ensemble pour que cette communauté puisse évoluer. Nous, modestement, lui, bien évidemment, par rapport à la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre. Je ne prends pas beaucoup de son temps parce qu'il est très, très pressé en termes de schedule, donc je veux qu'il ait le temps et de s'exprimer et de répondre à vos questions. Ça me fait très plaisir que vous soyez tous là, il n'y a plus de place. Patrick Payoux. Merci. Rebonjour à tous. Si quelqu'un m'avait dit un jour que je monterais sur scène juste derrière Muse, j'aurais sûrement... Alors, il me revient la responsabilité de conclure ces assises. Comme chaque année maintenant, c'est un succès de plus en plus grand. Je veux y voir la prise de conscience générale et croissante de l'importance de nos sujets. Je vais y revenir longuement. Mais c'est aussi et surtout, je crois, le travail exceptionnel mené par les organisateurs, par DG Consultants. Et je crois qu'on peut ici tous applaudir Gérard Rio et puis la personne qui est derrière lui et qui fait tout le travail, c'est Sophie Guérin qui est derrière lui et qui assure le montage de toute cette manip. Et je crois que voilà, leur travail est assez unique et je ne crois pas que je connaisse d'événements de par le monde aussi brillamment organisés sur nos sujets et qui nous permet en si peu de temps de voir autant de monde. Alors la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le scoop de la journée. C'est la nouvelle identité visuelle de l'agence. Alors ça, c'est l'ancienne. On a essayé de travailler en se disant, parmi nos actions de sensibilisation et notre nécessité d'essayer de faire identifier l'agence pour ce qu'elle est. On a aussi besoin de recruter. Pour ceux à qui ça aurait échappé, je vais devoir recruter autour de 100 collaborateurs l'année prochaine et 100 collaborateurs, turnover compris l'année d'après encore. Donc si jamais vous connaissez des gens autour de vous qui sont prêts, intéressés et qui sont bons techniquement, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc on a essayé de travailler autour de tout ça et voilà le résultat. Bon, alors après cette séance d'auto-congratulation, merci pour le logo. J'ai peur que le reste de mon intervention soit beaucoup moins consensuel et peut-être moins agréable à entendre. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la situation ne peut pas continuer comme elle est. Les systèmes d'information en France, comme de par le monde, sont aujourd'hui en danger et d'une certaine façon, j'ai parfois l'impression qu'on les a abandonnés à leur pauvre situation. Alors naturellement, on n'a pas rien fait en France sur ce sujet-là. Partout, on va trouver des dispositifs de sécurité, des antivirus, des firewalls, des systèmes de chiffrement, des VPN. Souvent d'ailleurs, ils ont coûté cher et il a fallu négocier ardemment pour les DSI, les RSSI pour la mise en place de ces systèmes. Dans toute entreprise, généralement, on dispose aujourd'hui d'une politique de sécurité. On fait des analyses de risque. On a mis en place une gestion de la maturité conforme aux dernières normes en la matière. On fait même parfois des audits de sécurité et on a presque toujours un plan de continuité d'activité. Last but not least, on a une organisation avec un RSSI, généralement indépendant de la DSI, une direction de la sécurité rattachée à la direction générale.
Bref, le tableau que je viens de vous brosser, vu de l'ANSSI, vu de nous tous, c'est probablement un exemple à suivre. Et globalement, ça représente l'immense majorité des très grandes organisations, des administrations, des entreprises en France, en tout état de cause, de taille respectable. On aurait donc toutes les raisons d'être satisfait. Malheureusement, il n'en est rien et on est bien loin du compte, bien loin. Pourquoi ? Tout simplement parce que la situation que l'on constate tous les jours, la réalité vraie, ce que l'on voit sur le terrain, que mes équipes voient sur le terrain, ce que vos équipes aussi voient sur le terrain quand il y a des attaques informatiques, c'est que nos systèmes d'information très souvent sont perméables et que très souvent des acteurs malveillants en ont très largement profité. Alors on va essayer de prendre quelques exemples et de faire un peu d'introspection collective sur la situation que nous on constate et que vous constatez peut-être aussi. Je vais vous poser un certain nombre de questions, je ne vais pas vous demander de répondre, sinon on va y passer la nuit. Mais voilà. Première question, combien de personnes chez vous, dans vos organisations, disposent du mot de passe administrateur permettant d'accéder au système central de gestion des droits, l'annuaire, l'Active Directory, par exemple, si vous êtes chez Microsoft? Combien? Est-ce que simplement quelqu'un le sait au sein de votre organisation? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 500? Quel mot de passe la personne qui installe une imprimante sur votre système d'information utilise? Est-ce que c'est le même que celui dont j'ai parlé tout à l'heure? Est-ce que chaque administrateur dispose d'un mot de passe différent? Ou est-ce que c'est le même mot de passe, toujours le même, celui qui permet de contrôler l'ensemble de votre SI, qui est partagé par tous les administrateurs? Lorsqu'un administrateur est sur son poste de travail et qui travaille, par exemple qui va sur Internet récupérer des patchs de sécurité, il utilise quoi comme compte? Il est connecté comme administrateur ou comme simple utilisateur? Vous-même ici présents tous, on est tous des experts, vous avez quel droit sur le système d'information? Quand est-ce la dernière fois chez vous que quelqu'un a vérifié qui avait accès au sein de votre propre organisation à la messagerie de votre PDG ou de votre directeur général? Qui, dans votre système d'information, a vérifié cette nuit s'il n'y avait pas un zip de 2 gigaoctets de données qui n'avait été extrait de votre système d'information? Quelqu'un regarde-t-il de temps en temps si les flux qui sortent la nuit sur votre système d'information sont légitimes et si les adresses vers lesquelles ces flux se connectent sont normales? Votre propre poste de travail, le vôtre, est-il à jour de ces correctifs de sécurité? Dans votre système d'information, dans votre entreprise, existe-t-il encore des applications tournant sous Windows 2000 ou NT4? Et dans ce cas-là, quelles précautions ont été prises? La seule précaution qui vaille, c'est qu'il se soit isolé du reste du système d'information. Quelqu'un chez vous a-t-il la cartographie de votre réseau? Une vraie, avec un vrai schéma, avec les adresses, etc. Pas simplement une idée. Est-ce que vous savez combien d'accès Internet vous avez dans votre organisation? Et ils sont où? Combien de temps se passe-t-il entre le moment où quelqu'un quitte votre organisation, démissionne, et le moment où son compte est supprimé, ce système d'information? La dernière fois que vous êtes venu travailler un dimanche, est-ce que quelqu'un, le lundi, est venu vous voir et vous a demandé « Est-ce que c'est bien toi qui étais connecté sur ton compte ce dimanche ?» Les autoruns sur vos clés USB, est-ce qu'ils sont désactivés? Est-ce que les utilisateurs dans vos systèmes d'information peuvent installer des applications? Quel plan avez-vous si jamais vous découvrez d'un seul coup que votre système d'information est complètement pénétré, que quelqu'un est rentré et depuis plusieurs mois est à l'intérieur et se promène? Que se passe-t-il quand vous découvrez un poste qui est infecté par un antivirus? Vous le changez ou vous allez vérifier si par hasard le pirate n'aurait pas rebondi sur d'autres postes? Si vous ou quelqu'un chez vous, dans votre organisation, ne sait pas répondre à une seule de ces questions, alors globalement, j'aurais presque envie de dire que tout ce qu'on fait en sécurité, tout ce que vous faites en sécurité, ne sert à rien. Et quand je dis répondre vraiment. Je ne dis pas répondre
cocher la case, où je ne dis pas répondre, oui, il y a quelqu'un qui s'en occupe, on a un plan d'action, tout ça, oui, oui, on sait, mais voilà. Si vous ne savez pas vraiment répondre à cette question, c'est que votre système d'information, il est en danger. Les questions que je viens de vous lister, je ne les ai pas inventées tout seul dans ma tête, c'est ce qu'on rencontre, nous, tous les jours, presque partout. Alors évidemment, pas forcément la totalité de ces défauts partout, mais le plus souvent, la majeure partie de ces affaires-là, on les retrouve. Et tout ce que je vous raconte, c'est ce que les attaquants qui sont dans les réseaux, qui sont dans nos réseaux, qui sont dans vos réseaux, utilisent, ont utilisé pour les pénétrer. Tout ce que je vous ai raconté permet de court-circuiter tous les dispositifs de sécurité, quels qu'ils soient, que vous avez mis en place. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, et pardonnez-moi l'expression, on fait souvent de la sécurité, nous y compris, de la sécurité cache-sexe, si j'ose dire, pardonnez-moi encore. Vous savez, cette sécurité qui ne mange pas de pain, celle qui permet de faire croire que l'on fait de la sécurité, mais qui n'embête ni les utilisateurs, ni les administrateurs. Alors, vous voulez des exemples de sécurité cache-sexe? Alors, un exemple de sécurité cache-sexe, une analyse de sécurité alors que le projet est lancé, voire quasi fini. Pas sûr que ça serve à grand-chose. Une politique de sécurité qui dit une politique de mot de passe sera mise en place. Bon, d'accord. C'est quoi concrètement la politique? C'est des exemples que j'ai retrouvés parce qu'en travaillant, là, j'ai essayé de prendre des exemples de politique de sécurité. Les lignes ADSL seront utilisées avec précaution. Ça veut dire quoi, utiliser des lignes ADSL avec précaution? Définir correctement le cadre associé à la mission d'un prestataire de services informatiques externes. Ça veut dire quoi, définir correctement le cadre associé? Et puis surtout, ne jamais vérifier son application. Souvent, on a des politiques de sécurité qui sont moins caricaturales que ce que je viens de vous donner, mais dont on n'a jamais vérifié l'application. Et quand on la vérifie véritablement, quand on fait un audit de sécurité, on voit qu'elle n'est pas suivie des faits réels. Autre politique cache-sexe, une politique de log, mais qu'on ne regarde jamais. Un système de détection d'intrusion qui vit tout seul. Il sonne, mais il n'y a personne qui répond. Alors, le deuxième défaut, c'est qu'on fait de la sécurité technique. On achète des dispositifs techniques de plus en plus sophistiqués, sans être complètement certain que quelqu'un au sein de notre organisation va y comprendre quelque chose. On les déploie, et puis on ne s'en occupe plus. On ne laisse jamais un bâtiment très sensible protégé uniquement par des dispositifs de sécurité, on y met des gardiens. Et pourtant, la sécurité physique, croyez-moi, c'est bien plus fiable que l'informatique. Des serrures, ça fait des siècles qu'on en fabrique. Les systèmes de sécurité informatique que l'on déploie dans nos systèmes d'information ne sont fiables que le jour où on les déploie. Comme les systèmes informatiques standards, ils doivent être mis à jour au fur et à mesure que la menace se déploie. Enfin, on fait de la sécurité périmétrique, une sorte de ligne Maginot. Et évidemment, une ligne Maginot, c'est aisément contournable, on le sait depuis bien longtemps. Enfin, les informaticiens, les administrateurs n'appliquent pas les règles d'hygiène élémentaires. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple de se plaindre des utilisateurs qui font tout et n'importe quoi. Mais nous, que faisons-nous sur nos propres systèmes? Enfin bref, en matière de sécurité, on a souvent abandonné nos systèmes d'information, en tout cas les systèmes bureautiques. Et on installe frénétiquement de nouveaux dispositifs avec les options par défaut et on passe à autre chose. Donc ce qu'il faut faire, et c'est le titre de ma conférence, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir sur nos propres systèmes. Et il y a une bonne nouvelle dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que finalement, il n'y a pas de fatalité. Reprendre le contrôle de nos systèmes d'information, c'est possible. Ce n'est pas si difficile que ça. On l'a fait. Cela a été fait dans les institutions où nous sommes intervenus. Et ça a été fait vite. Alors évidemment, la situation était problématique et il y avait une forte pression, mais on l'a fait. Et tout ne s'est pas écroulé du jour au lendemain. Encourageant aussi tous les efforts de sensibilisation qui ont pu être menés de ci, de là. C'est aujourd'hui rarissime que je rencontre un patron d'entreprise, un DSI, qui ne soit pas préoccupé par ces questions. Malheureusement, souvent, il ne sait pas quoi faire, mais on sent bien qu'il y a un sujet. Aujourd'hui, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a pas entendu parler de sécurité informatique.
Tout cela va dans le bon sens. Et si vous reprenez les exemples que je vous ai donnés, la liste des N questions que je vous ai posées, si vous réfléchissez un peu, vous vous rendrez compte que ça ne coûte pas des centaines de millions d'euros de répondre à ces questions. Ce n'est pas extraordinairement insurmontable. Ce n'est pas extraordinairement inacceptable par les utilisateurs. Il faut le vouloir, être soutenu raisonnablement par votre direction générale, que les DSI dégagent et aient les moyens de s'y atteler. Prenons le premier exemple que j'ai cité, je ne vais pas les réégrener, mais je vous ai demandé combien de personnes disposent du mot de passe administrateur permettant d'accéder au système central de gestion des droits. Réduire le nombre de personnes qui ont accès, ce n'est pas très compliqué. Dire, voilà, il n'y a plus que 4 personnes qui ont accès ou 5 personnes qui ont accès à l'Active Directory central de mon système, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin d'investir des millions d'euros. On ne va pas être obligé de dire aux utilisateurs, maintenant, vous n'allez rien pouvoir faire. On peut le faire. Alors évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas avec des mesures comme ça qu'on va contrer les menaces les plus graves. Mais croyez-moi, et c'est le constat, c'est ce qu'on vit tous les jours, si vous faites ça, vous serez protégé probablement contre 95% des attaques que nous constatons. Et quand je dis 95, c'est pour ne pas dire plus. Et par ailleurs, vous serez autrement mieux préparé pour répondre aux 5% qui restent. Parce que vous verrez qu'il se passe, vous aurez des signaux. Enfin et surtout, ça ne sert à rien de faire compliqué si on ne fait pas le basique du basique, si vous me pardonnez cette expression. Croyez-moi, si on s'attelle à cette tâche, qui est de reprendre le contrôle sur nos systèmes, à celle de remettre de l'ordre dans nos systèmes d'information, en appliquant les règles élémentaires de sécurité, on peut très significativement améliorer la sécurité. Alors l'ANSSI, elle a son rôle à jouer, bien sûr, là-dedans. Les mesures prises par le gouvernement fin mai doivent nous permettre de vous accompagner, de vous aider à remédier aux attaques qui vous touchent et de vous donner les conseils et les guides nécessaires à l'application de cette sécurité des systèmes d'information basiques que j'appelle de mes voeux. Mais tout seul, que pouvons-nous faire? L'ANSSI, aujourd'hui, c'est 190, 200 personnes. Fin 2013, ça sera 360 personnes, ce qui est déjà un effort considérable. 360 personnes, elles ne peuvent pas s'atteler à la sécurité de l'ensemble des administrations et des entreprises françaises. Donc j'ai un certain nombre d'appels à faire passer aujourd'hui. Le premier, c'est vis-à-vis des industriels du secteur, que j'appelle à se mobiliser autour de cet objectif. Ils doivent être capables, et c'est malheureusement encore trop peu le cas, de vous accompagner dans la mise en œuvre réelle de cette sécurité. On a malheureusement aujourd'hui trop peu d'acteurs aptes à surveiller ce qui se passe sur vos réseaux et à vous alerter de mouvements suspects. On a trop peu d'acteurs qui sont aujourd'hui capables de vous aider lorsque vous découvrez une attaque. Ils doivent, et c'est encore plus important, appliquer eux-mêmes ces règles. Il est intolérable qu'une nouvelle application soit livrée dans vos systèmes avec des systèmes non à jour, des comptes de développement toujours actifs, des mots de passe écrits en dur dans les systèmes. Des comportements comme cela sont intolérables. Pour ce qui nous concerne, l'ANSSI, nous le faisons déjà, intensifier notre action de formation, d'assistance et d'accompagnement à ces industriels, chose que nous avons trop peu fait par le passé. J'appelle les DSI, les directeurs des systèmes d'information, à se mobiliser afin que les règles élémentaires de sécurité soient appliquées et à remonter vers leur direction générale et vers nous les incidents de sécurité dont ils sont victimes. L'ANSSI, pour sa part, va multiplier dans les mois et les années à venir les recommandations, et notamment celles qui tournent autour du « back to basics » auquel je vous appelle aujourd'hui. Recommandations qui devraient pouvoir être facilement applicables, je vous l'ai dit, et surtout facilement vérifiables par vous tous. J'appelle évidemment les directions générales à mandater formellement leur DSI pour renforcer la sécurité de leur système d'information et leur donner les moyens de le faire. Nous allons, pour ce qui nous concerne là aussi, multiplier les actions de sensibilisation vers les directions générales et notamment vers les secrétaires généraux des grandes entreprises. J'appelle aussi les écoles d'ingénieurs, les universités à inclure dans leur formation les règles d'hygiène informatique élémentaires. Un projet informatique rendu avec un mot de passe écrit en dur mérite 0. Là encore, nous allons publier ces recommandations que vous connaissez bien sûr, mais pour essayer d'aider à cette formation. Enfin, j'appelle les responsables en charge de la sécurité des systèmes d'information, vous qui êtes ici présents en majorité,
À chaque matin, vous posez la question de savoir ce que vous allez faire aujourd'hui, est-ce que ça va vraiment améliorer concrètement la sécurité des systèmes d'information? C'est ce que je dis à mes collaborateurs quand on les reçoit. Quand on reçoit beaucoup de monde, donc tous les 2 ou 3 mois, on fait une séance où on reçoit tout le monde et je leur dis, tous les matins, quand vous arrivez à l'ANSSI, posez-vous la question, dans ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que ça va améliorer concrètement la sécurité en France des systèmes d'information? Posez-vous la question de savoir si ce que vous allez faire aujourd'hui, est-ce que ça va vous permettre de vérifier qu'une attaque n'a pas eu lieu contre votre système d'information? Si tous nous nous mobilisons autour de ces quelques principes, alors je crois que sincèrement, nous pouvons changer la situation et reprendre le contrôle de nos systèmes d'information. Je vous l'ai dit et je le crois fondamentalement, et c'est ça la bonne nouvelle, je crois, de ce qu'on a pu constater, c'est qu'on peut le faire, pardonnez-moi. Alors sûrement, vous trouvez mon discours un peu dur, un peu sévère, sans doute injuste dans un certain nombre de cas, mais croyez-moi, j'insiste, on peut faire changer les choses. Il suffit de le vouloir, de persuader notre entourage de la nécessité d'agir. Je connais beaucoup d'entre vous, je connais votre compétence, souvent votre passion, parfois votre sentiment d'isolement. La bonne nouvelle, une nouvelle fois, c'est que le sujet de la cybersécurité préoccupe à juste titre nos dirigeants, les dirigeants de nos entreprises, et c'est donc le moment d'agir. Votre présence ici, nombreuse, très nombreuse, la qualité des travaux qui ont été menés, le même message que le mien, qui a été égrené et martelé tout au long de ces journées, tel que, en tout cas, il a pu me revenir, les multiples exemples concrets de solutions, de bonnes pratiques telles qu'elles peuvent être mises en œuvre, qui ont été données par les conférenciers, sont autant de preuves que nous sommes prêts à changer les choses. C'est le moment pour nous tous d'être au rendez-vous. Merci. Et j'ai quelques minutes pour répondre aux questions. C'est pas parce que j'ai été un peu agressif qu'il faut vous sentir paralysé. Monsieur Dommage a une question, je crois. Mais je vais aller au pupitre, comme ça, c'est plus simple. On est comme à l'Assemblée. Oui, bon, je ne cherche pas de mandat, je vous rassure. Je m'appelle Eric Dommage, je travaille pour une entreprise américaine, IDC, qui paye ses URSSAF en France. Je n'achète pas de sécurité, j'en produis encore moins. Je fais des études de marché. Je viens de terminer un travail sur PCI DSS, cette norme non gouvernementale qui est poussée par les banques, pour dire les choses. Dans PCI DSS, c'est un phénomène très nouveau. Je vais prendre les chiffres allemands pour ne pas faire de provocation en France. La première année, tout le monde tick the box. On clique la boîte. Un audit coûte à peu près 200 000 €. Et la deuxième année, ils jettent le truc. Donc on est dans une industrie où il y a des standards, PCI DSS en particulier, mais d'autres, qui servent à rassurer des comités de direction, qui servent à rassurer des partenaires industriels et qui ne servent pas à faire de la sécurité. Le cas Heartland, que vous connaissez, 30 millions de cartes bancaires volées, de détails de cartes bancaires volées, étaient PCI DSS du sol au plafond. Question, avons-nous des standards inapplicables, inutiles? Donc il y a des standards en France, IBIO, CFBio, c'est des recommandations, il y a plein de choses. Avons-nous des standards inutiles? Petit 2, faut-il les refaire? Ou petit 3, sommes-nous seulement face à un problème d'application des basiques, comme vous dites? C'est-à-dire qu'en fait, on ne serait pas loin d'un niveau de sécurité satisfaisant dès lors qu'on reverrait la première leçon de CM1 du premier jour, revoir les accents graves, les accents circonflexes, pour remettre l'élève à niveau, et assez facilement, avec les heures de rattrapage qu'il y a dans le programme, le remettre à niveau. Merci pour cette question, parce que c'est au cœur de ce que je... au moins, là, je suis sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Parce que ce que vous dites est au cœur de nos préoccupations. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, certes. Et PCI, DSS, il y a des sujets un peu compliqués qui sont liés au modèle français par rapport au modèle anglo-saxon, etc. Mais fondamentalement, je suis d'accord et vous avez raison, et c'est ce que je dis et ce que je répète à ceux que j'ai croisés ici. Les normes et les standards
c'est parfois, souvent, du cache-sexe, du « je cross the box ». Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on est intervenu et où on avait tous les classeurs politique de sécurité, analyse de risque, modèle de maturité, tableau de bord de contrôle, etc., etc., etc. Et où derrière, le back to basics, le basic, n'était pas fait du tout. Alors, il ne faut pas jeter les normes. Les normes, c'est juste des cadres. Les normes, c'est des méthodes qui s'adressent d'abord généralement à des gens dont le niveau de maturité est assez élevé et qui sont des guides pour vous aider à faire de la sécurité. Mais ces normes, si vous les appliquez juste pour faire du papier, ça ne sert strictement à rien. Ces normes, si vous n'avez pas les règles élémentaires de sécurité, celles que je vous ai dit avant de parler, elles ne servent à rien. Ces normes, elles peuvent vous aider, bien sûr, à mettre en place ces mesures parce qu'elles vont vous pousser à avoir une démarche ordonnée, méthodique, etc. Mais si derrière ces normes, de toute façon, les administrateurs, les exploitants, les gens qui font vraiment de l'informatique, de toute façon, ils ne sont pas dans le sujet. Moi, j'ai connu les normes ISO 9000 quand j'ai commencé ma carrière sur la qualité où il fallait tout le monde. C'était pareil, on faisait du papier, on abattait des arbres, on avait des consultants. Alors oui, ça enrichit, bien sûr, mais un certain nombre d'acteurs. On faisait du... Et puis, résultat, mais dans la vraie vie opérationnelle de l'unité de production, ça ne changeait rien, la plupart du temps. Donc, ne jetons pas les normes. Ces normes, elles sont utiles. PCI, DSS, probablement pas très adapté au modèle français de carte, mais peu importe, oublions, utile. C'est absolument utile. Simplement, si on se dit, voilà, je vais appliquer les normes et je vais me faire auditer par ces normes, et là, je suis sécurisé, alors là, on a tout faux. On a tout faux. Donc, faisons le basique, utilisons ces normes dans le processus, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Donc, attention au discours sur les normes. Moi, je préfère nettement que l'on fasse déjà l'élémentaire, et puis, voilà, on applique les normes, on les utilise quand ça nous est utile, on prend dans les normes ce qui nous intéresse. Si je prends la norme, la nôtre, EBIOS sur l'analyse de risque, eh ben, on en prend ce qui nous intéresse, on en prend ce qui est compatible, ce qu'on comprend, parce que parfois c'est compliqué, mais on ne l'applique pas, on ne la déroule pas de A jusqu'à Z, bêtement, ça ne va pas sécuriser votre système. Merci pour la question. Bonsoir, je voudrais en fait apporter de l'eau à votre moulin, comme on dit dans nos campagnes, et faire un constat. En fait, nous avons récemment, en fait, il y a à peu près 6 mois, scanné 550 000 des 2 millions de sites sur l'Internet qui supportent SSL. Et nous avons donc découvert, et c'est essentiellement, bien évidemment, des entreprises qui supportent en fait SSL puisque pour faire du business. Et nous avons donc découvert que à peu près plus de 25% de ces sites supportent toujours SSL 3.0 et que leurs ciphers sont en dessous de 128 bits. Donc bien évidemment exposant, puisque le protocole SSL 2.0 a été cassé il y a 11 ans, tenez-vous bien, exposant, s'il y a des données de valeur derrière, que les mauvais garçons les prennent. Alors le constat que je veux faire ici, c'est que l'informatique a beaucoup changé et qu'on se trouve maintenant, non plus, comme vous l'avez dit, dans une entreprise, je dirais, plus simple, où on défendait le périmètre, etc. On se trouve maintenant dans une information qui est globale. Et les outils, en fait, à l'heure actuelle, n'ont pas évolué. Et donc, l'image que vous avez faite de la ligne Maginot. Donc, je pense qu'il y a un effort important à faire, à la fois, comme vous l'avez dit, du côté des bonnes pratiques que tout le monde oublie un peu, parce que, bon, c'est devenu très compliqué. Et puis, deuxièmement, de faire un outil sur tous ces outils qui permettent, en fait, de vous donner une visibilité réelle et qui sont aussi à la taille de l'Internet. Non, je crois que je peux être que d'accord avec ce que vous dites. Je ne suis pas très pessimiste sur les outils. Regardez ce qu'il y a ici. Par exemple, sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui a accès au mot de passe, le compte de messagerie du PDG. Il y a aujourd'hui des outils techniques qui vous permettent de vous aider à faire ce travail-là. Donc, des outils, on en a.
on a des industriels de confiance, donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très inquiet. Bon, probablement mon discours est un peu dur à entendre, probablement un peu, mais fondamentalement, je suis presque moins inquiet aujourd'hui que je ne l'étais il y a, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, que je l'étais il y a 1 an ou 2. Parce que maintenant, j'ai le thermomètre. Avant, je ne l'avais pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Donc, on était dans le « fou là là, on est inquiet, sûrement ça ne doit pas aller ». Maintenant, on sait. Maintenant, on est intervenu suffisamment de fois, on a vu suffisamment de systèmes, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, on a une vision assez précise de la situation. Elle n'est pas individuelle, évidemment. Donc, il y a des cas sûrement extrêmement sécurisés, d'autres très peu. Mais enfin, on a l'image globale. Et finalement, quand on voit l'image globale, on se dit « mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'améliorer la situation ». Donc voilà, il y a les outils, il y a tout ça, il n'y a plus qu'à. Oui, bonjour. Jean-Olive, je suis consultant, non pas RSSI, mais il m'arrive de faire des choses opérationnelles néanmoins. Et depuis une vingtaine d'années que je travaille dans ce métier, j'entends ce back to basis. Alors pas avec la clarté que vous venez d'avoir, certainement, mais je l'entends quand même. Or, on est bien d'accord, pour ce back to basis, on a besoin de tous. On a besoin de l'utilisateur, vous l'avez dit, on a besoin, y compris des gens métiers de plus haut niveau. Il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux usages de l'informatique. Les VIP aiment ça et on a du mal à ne pas l'accepter. Et le vrai problème, et je trouve que depuis 20 ans, on est toujours sur ce problème-là, c'est qu'on a du mal à faire accepter l'utilisation de ce back to basis à tout le monde. Je prends un exemple simple, le code PIN de la carte bancaire. Il est simple de dire aux gens de protéger leur code PIN. Heureusement, on est arrivé à faire en sorte que les gens prennent conscience que c'est important pour eux de protéger le code PIN. On est sur quelque chose d'extrêmement simple. Si on pouvait faire la même chose avec un certain nombre de règles simples pour convaincre les gens qu'il y a un réel risque. Parce que moi, ce que je constate de mes clients, c'est qu'ils me disent « oui, mais finalement, j'entends pas beaucoup d'affaires, qu'est-ce que je risque réellement ?» Et je sais que je vous ai déjà posé la question dans une autre assemblée, et ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est que l'ANSSI ait un rôle beaucoup plus communicant sur ce qu'on risque. Alors, je ne dis pas de faire peur, mais je dis que ces basiques puissent se faire mieux comprendre pour les utilisateurs. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je veux dire, on ne fait pas assez dans ce domaine-là, c'est absolument certain. Enfin, je veux dire, dans la situation dans laquelle on a notre part de responsabilité, et là-dessus, vous avez raison. Je veux juste rajouter un point. Il ne faut pas imaginer que dans l'ensemble des mesures que je vous ai exposées, vous allez réussir à couvrir 100% du système. Mais si sur chacune de ces mesures, vous couvrez 99% de vos systèmes, alors vous avez ce que nous on appelle de la défense en profondeur. Il est illusoire de croire que vous êtes absolument certain que vous aurez 100% de votre parc qui sera patché, c'est quasiment infaisable. Mais avoir 100% de son parc pas patché, avoir 90% de son parc patché et 0%, c'est pas pareil. Donc, de fait, les attaquants tels qu'on les observe, la plupart, ils avaient des quantités de portes ouvertes. Donc, c'est en ajoutant des mesures de sécurité comme ça, élémentaires, les unes après les autres, il n'y en a aucune, probablement qui suffit à elle seule, et il n'y en a aucune que vous arriverez à appliquer sur la totalité, parce que vous aurez toujours des cas particuliers, c'est certain. Mais si vous arrivez à l'appliquer à 99%, si vraiment vous mettez dans des sanctuaires vos Active Directory, par exemple, eh bien, probablement, vous imaginez pas à quel point vous allez faire élever d'un seul coup le niveau de sécurité. Donc, il faut qu'on travaille la sensibilisation, je suis d'accord. Et puis, ces mesures, les unes après les autres, il faut les égrener, forcer les administrateurs à les utiliser, éduquer les gens. Et petit à petit, vous verrez les courbes de taux de taux de patch dans vos organisations, de gens qui utilisent des mots de passe durs, etc., de systèmes d'authentification forte montée. Donc la défense en profondeur, ça marche. Dernière question. Bonjour, Michel Dubois, je suis officier sécurité et information. Alors, l'année 2011 a été marquée par un certain nombre d'événements dans le monde de la cybercriminalité. On a vu Bercy, où ils se sont fait attaquer avec des choses basiques. Le PSN de Sony, on a vu Areva, c'est la semaine dernière. Est-ce que vous pensez qu'il y a une augmentation où tout d'un coup les cybercriminels se sont rendus compte que les basiques n'étant pas appliqués,
il était de plus en plus facile et que ça pouvait rapporter gros? Ou au contraire, est-ce que c'est un bruit de fond qui a toujours eu lieu, mais qu'on en parle plus parce que justement il y a plus de sensibilisation? Je ne peux pas répondre de façon absolue à cette question parce que je ne sais pas remonter dans le temps. Et je ne sais pas mettre le thermomètre que j'ai maintenant 2 ans en avance, 2 ans en retour. Donc c'est difficile pour moi de répondre. Je peux vous dire ce que je pense. C'est une impression, c'est un sentiment, regarde, je pense qu'on a eu un accroissement significatif des attaques à des fins d'espionnage, parce que ce dont je vous ai parlé là, c'est vraiment les attaques qui tournent autour de l'espionnage il y a 2 ou 3 ans. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, est-ce que ça continue à augmenter aujourd'hui? Comme je n'ai pas un recul suffisamment, moi je ne sais pas vous dire. Mais je crois qu'il y a, voilà, on a vraiment eu un saut quantique il y a 2 ou 3 ans. J'imagine pas que ça baisse aujourd'hui. Est-ce que ça augmente? Le fait d'en parler, ça doit donner des mauvaises idées, donc potentiellement oui. Voilà, je vais devoir vous quitter, mais merci à tous et puis bon boulot à nous tous, quoi, si j'ose dire. Merci.